Monsieur Lelon, Monsieur Lebar, merci d'arriver à l'heure. Comme d'habitude, On a toujours les mêmes. Monsieur Dubois discret. Bien, je vous souhaite la bienvenue à tous. La je ne sais pas combien de conférences vous allez participer. Je crois qu'elles ont tout un intérêt. Vous allez avoir des conférences qui sont un peu techniques, des conférences qui sont de présentation un peu de produits, il y a des ateliers. Ce que je tenais à faire pour lancer l'après-midi, c'est d'abord remercier tous les intervenants qui sont venus bénévolement, gracieusement présenter un certain nombre de produits et de techniques. Donc, pour commencer, M. Denis, M. Rabier de la société Sofiacom. Donc, je pense que vraiment vous pouvez les remercier de venir. Ils vont faire quelque chose d'intéressant. Vous pouvez aussi remercier Quentin Cheval et Florian Garnier, qui sont deux étudiants de 4e année de la filière de la mobilité et qui ont organisé un peu cette journée. Ils s'y sont donnés, c'est compliqué, vous avez contacter les gens, organiser un concours, prévoir des salles, contacter un peu tout le monde. Il y a des gens qui répondent, des gens qui ne répondent pas, faire des emailing, enfin ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Bonjour mademoiselle Naïm. Et ils ont beaucoup travaillé pour cet après-midi, donc je pense que c'est pareil, on peut les remercier aussi d'avoir organisé ça. Voilà, vous avez... Aujourd'hui, c'est la deuxième fois, ça fait quelques années qu'on essaye comme ça de monter des événements par filière. C'est la deuxième année où on essaye de monter une journée Android. J'espère que vous en tirez profit, que ça vous servira à quelque chose, que ça vous apprendra des choses. Et puis voilà, c'est ce que je voulais vous indiquer. Je vous souhaite une bonne après-midi. Amusez-vous bien, prenez des choses intéressantes, posez des questions si nécessaire, cultivez-vous avec Android, même si vous n'aimez pas forcément la plateforme. Je crois qu'il y a des partisans d'iPhone qui sont venus aussi. Donc là, je plein de choses aussi sur cette plateforme-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire tous les deux, mais il y a aussi Camille Rabier qui fait partie de PPA. Alors remercier CX qui nous a obtenu Octo qui va nous présenter les coupes de glace ce soir. Et Julien Zerbier et tout le BDE aussi. Qui vont faire des crêpes vertes cet après-midi. Il y aura des jeux, des goodies à gagner, etc. Ils veulent passer pour faire des concours dans l'école, si vous avez Sur la brûlure. vous avez des stylos à gagner. Bon après-midi à vous, bonne conférence, à plus tard. Alors, l'honneur de commencer, donc bonjour à toutes et tous. Donc on va vous faire avec Philippe une présentation donc, sur le push notification. Donc on va aborder une plateforme qu'on a développée chez Sofiacom qui s'appelle donc UNPush. Voilà. Donc moi je suis donc Olivier Denier. Je suis consultant, développeur Android depuis un petit paquet d'années. Et je suis également enseignant donc, depuis 2 ans à l'ESGI. Donc je m'occupe de la plateforme Android. Philippe, je te laisse le présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Rabier, j'ai fondé Sofiacom et je travaille plus particulièrement sur la plateforme UNPush. On en parlera, on fera une petite démo à la fin. Ça permet d'envoyer des notifications sur Android, bien sûr, mais aussi sur iOS, sur Nokia X, nos amis de Nokia au fond, sur Windows Phone, Windows et BlackBerry. Et donc, je propose que j'en passe le cours. Alors, on va voir pas mal de choses. C'est une conférence qui est assez dense. Il y aura du code parce que on sait que vous aimez bien. Donc voilà, donc on va vous faire une introduction un petit peu sur le push notification, en fait, dans ses généralités. Qu'est-ce que c'est en fait Déjà, on peut peut-être faire un petit sondage. Est-ce qu'il y en a qui savent dans la salle ce que c'est que le push notification? Humide, hein. Ok. Les autres, vous en saurez autant, normalement, à la fin de cette présentation. Donc des généralités, ensuite on verra sur Android comment ça fonctionne en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va parler évidemment de la plateforme Google, vous allez voir que c'est intimement lié. De l'implémentation, c'est là où on va voir un peu de code Java, du code Android. Voilà. Sans oublier évidemment les autres plateformes que Philippe a citées. On va voir un peu
qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Et puis enfin, évidemment, on parlera de la solution qu'on a mis en place chez Sofiacom, qui s'appelle donc UNPush, qui permet de faire du push notification et balayer toutes les plateformes mobiles majeures. Voilà, une démo, enfin des démos, et puis après, on passera à questions-réponses. Voilà. Donc en fait, il a paru nécessaire de vous dire ce qu'était le push. On se doutait que certains d'entre vous ne savaient pas ce que c'était. Donc on va vous montrer un écran qui résume donc en fait, voilà, vous avez un Notification Center sur Android. C'est à peu près la même chose sur iOS. Et ce qui est entouré en rouge, ce sont par exemple deux exemples de notifications. Une sur l'application Deezer, où on souhaite la bienvenue à la personne de la salle. Et puis une autre, une application de démo qu'on a fait qui s'appelle UNPush Network, qui permet aussi donc d'envoyer des notifications et des affiches. La grosse différence avec un SMS, c'est qu'un SMS, sa durée de vie s'arrête à l'affichage. Sur le push notification, sa durée de vie commence à l'affichage. Parce qu'en fait, vous pouvez remarquer ici, il y a des icônes, donc il y a un lien entre l'application et son message. Et donc quand l'utilisateur va pouvoir toucher une notification, ça va lancer l'application. Et donc ce lien très fort, c'est la grosse différence avec le SMS. Et un peu fort. Je voulais dire autre chose aussi, c'est que le push notification a plusieurs usages qu'on va détailler. Il permet, entre autres, de gérer un pseudo multitâche. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir des applications qui tournent en tâche de fond, on va pouvoir la solliciter de l'extérieur. Généralement, il y a un affichage, mais on verra plus tard qu'il n'y a pas forcément d'affichage, donc on peut réveiller une application à distance et donner l'impression à l'utilisateur d'avoir un fonctionnement multitâche. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mobile, c'est pas un desktop. On a une batterie de faible taille, de faible capacité. On a un processeur qui est aussi de plus faible capacité qu'un desktop. Et donc, du coup, on ne peut pas faire la même chose que ce qu'on fait sur un desktop. Et donc, le multitâche avec 20 applications sur un mobile, c'est pas possible. Donc, du coup, il faut donner une expérience utilisateur qui permet justement d'afficher des informations et donner l'impression d'avoir un aspect multitâche. Du genre, vous recevez une mise en relation Facebook ou quelqu'un qui gossip sur Twitter, des choses comme ça. Donc, les acteurs, on va parler un petit peu d'histoire, vite fait, et puis en même temps, ça va monter le décor. Le premier, bon, ça va plus vite que je pense. Le premier, c'est BlackBerry, enfin anciennement RIM, Resolution Motion, qui est le premier à utiliser le push notification, c'est-à-dire qu'il avait sa propre plateforme serveur et utilisait le push pour invertir les utilisateurs d'un nouveau mail. Donc c'est lui qui a créé cette notion de push notification, mais qui était limitée au mail. En fait, l'inventeur de la notification moderne, c'est Apple, en 2009 avec iOS 3, pour des problèmes de multitâche dont j'ai parlé, où on n'avait qu'une seule application qui pouvait tourner en avant-plan, il fallait quand même offrir une expérience riche. Et l'autre, Apple, a donc fait ce lien entre un message, un contenu et une application. C'est le premier qu'il a fait. Ensuite, il y a bataille. Google a annoncé sa solution de push en 2010, en juin 2010, en version bêta. Et Microsoft a lancé sa version avec Windows Phone 7 en production au lancement de Windows Phone 7.0 qui était en octobre. Et donc les deux sont la même année. Toutes ces plateformes, maintenant y compris BlackBerry, même si on peut considérer qu'il est moribond, ont le même principe, c'est-à-dire associer un message à une application. Donc ce que vous allez voir là sur Android, vous l'appliquez à tout système, y compris Tizen, y compris Firefox, etc. Firefox OS. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est à quoi ça sert. Ok, il y a un petit message qui s'affiche, parfois un badge, une icône. À quoi ça sert? Donc, comme vous l'avez compris, c'est qu'il y a un lien fort entre l'éditeur. Si vous éditez une application et que vous avez des utilisateurs, c'est le seul lien que vous avez qui vous permet de l'extérieur de le solliciter. Parce que tant qu'il n'a pas lancé l'appli, vous ne pouvez absolument rien faire.
Donc la notification, ça vous permet, vous, d'éditer votre application et de dire, tiens, je vais manifester auprès des utilisateurs. Donc l'usage le plus fréquent, c'est de donner de l'information. Alors, on va détailler après les différents usages, mais les données d'information, typiquement ce qu'on vient de voir sur l'application Deezer et Unipush. On peut aussi utiliser la notification pour améliorer le système dans sa totalité. On verra ça aussi. Enfin, on peut utiliser le push notification pour améliorer l'expérience utilisateur. Là, il y a plein de choses à faire. On en est au début. On donnera aussi 2 exemples. Alors, la diffusion d'infos, c'est ce qu'on voit le plus. Je sais pas, vous avez tous un smartphone? Presque tous? Non. Enfin, ceux qui ont un smartphone, peut-être qu'ils ne connaissaient pas le mot, mais le push notification permet justement de recevoir des messages. Et ce sont des push notifications. Donc, c'est l'usage le plus fréquent. Et donc, ça a une forte dimension marketing. Alors, marketing, c'est pas un gros mot, c'est que vous êtes éditeur d'application. Vous faites une application même pour 200 personnes, vous avez envie qu'ils l'utilisent. On sait que les usages sur les mobiles font que quelqu'un va oublier d'utiliser au bout, parfois même au bout de la première fois, parfois même il l'installe et il l'utilise même pas. Mais il l'utilise une première fois, une deuxième fois, mais il est tellement sollicité, il y a plus d'1 million d'applications sur l'App Store et sur Google Play, puis il passe à autre chose. Et donc vous vous battez dans ce marché global pour dire, mais n'oubliez pas, d'accord? Parce que si vous faites quelque chose, c'est pas pour que les gens vous oublient. Vous avez confiance, vous croyez en votre application et donc vous avez envie que les gens l'utilisent. Donc, il faut que ça soit de bonne qualité, mais s'il est de bonne qualité, ça ne suffit pas. Donc, il faut solliciter vos utilisateurs. Et comment on les sollicite? C'est qu'on leur donne des messages qui ont de la valeur. Exemple de messages qui ont de la valeur, sur Deezer, vous avez la playlist de la semaine, plus souvent. Ça a une valeur parce qu'en fait, ça va vous faire découvrir des morceaux de musique que vous n'avez pas l'habitude d'écouter. Donc pour certains, ça a de la valeur. Ça peut être je sais pas, une mise en relation sur LinkedIn ou sur Viadeo. Ça peut être un message qu'on vous envoie. Ça a de la valeur parce que vous attendez une réponse et tout de suite vous avez une notification. Il faut se méfier. Il y a un moyen technique et après il y a des usages. Il y en a qui font des usages qui sont aberrants et qui polluent. Par exemple, si vous prenez le Monde, si vous ne vous intéressez pas au rugby, vous aurez quand même une notification pour le rugby. Si vous ne vous intéressez pas, je sais pas, à la politique au Brésil, vous aurez quand même une notification. Donc la fonction clé dans ces mécanismes-là, c'est de laisser le choix à l'utilisateur. Là, on peut y passer 2 heures, donc on va s'arrêter sur la dimension marketing et usage. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, donc en fait, voilà. Donc voilà, votre objectif, vous, c'est de faire que, parce que vous avez une application de bonne qualité, parce que vous avez des informations de qualité à lui donner, vous avez des moyens pour qu'ils reviennent vers votre application. Alors l'efficacité, c'est un autre usage de la notification, c'est qu'en fait, je prends tout de suite l'exemple avec la radio. On a développé pour une radio, une application d'écoute de musique, et en fait pour afficher le morceau de musique, on faisait une requête toutes les 5 secondes. On fait une requête, l'application plutôt fait une requête toutes les 5 secondes. Ça veut dire toutes les 5 secondes, on ouvre un socket, fait une requête, on attend la réponse, ça monopolise le processeur. Du coup, ça consomme. Du coup, la batterie la capacité de batterie diminue. Et à la fin du compte, si tout le monde fait ça, l'utilisateur est mécontent. Donc c'est une très mauvaise expérience. Parce qu'encore une fois, la batterie n'est pas une grosse batterie sur un mobile. Et donc, un moyen d'éviter ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle le polling, c'est d'aller voir est-ce qu'il y a un truc pour moi, est-ce qu'il y a un truc pour moi. C'est mieux si on vous appelle, on vous dit il y a quelque chose pour moi. Et dans ces cas-là, on fait une action. Si on prend l'exemple de la musique, de la radio, si on avait fait un mécanisme, si le client avait fait un mécanisme consistant à dire j'envoie une notification à tout le monde pour dire la chanson a changé, affiche le titre, qui obtient le titre, il n'y avait plus ces polling toutes les 5 secondes pour savoir ce qu'il y a de nouveau. D'accord? Vous pouvez faire ça la même chose pour une application qui va afficher le cours des actions. Ça ne sert à rien de faire du polling toutes les secondes pour savoir si quelque chose a changé alors que vous êtes en train de regarder 4 actions. Si le système sait que vous êtes en train de regarder
4 actions, donc il y a un changement, il va vous envoyer une notification. Et en plus, elle sera à jour, c'est-à-dire que si on se dit 5 secondes, c'est trop court, je fais 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, ok, on va minimiser le trafic réseau. En contrepartie, c'est que je risque de rater quelque chose. Si j'écoute ma musique et pendant 30 secondes le titre ne colle pas, je dis qu'est-ce que c'est que cette application. Alors l'application permettrait d'être synchro. Ça va, en fait, je ne perds pas. Et le dernier aspect, c'est de déclencher des actions en tâche de fond. Ça, c'est ce que j'appelle avoir une meilleure expérience utilisateur. Vous êtes sur, je prends l'exemple Deezer, vous êtes sur le site Deezer, vous cochez des pistes, et vous dites, tiens, je voudrais le synchroniser avec mon avenant d'iPad. Et vous cochez. Et si, en tâche de fond, votre device se met à jour automatiquement, immédiatement, vous partez avec, vous allez prendre le métro, votre smartphone sera à jour. Sinon, si on ne fait pas ça, bah c'est du coup vous allez synchroniser, le serveur Deezer a enregistré les nouvelles pistes, vous prenez votre smartphone, vous lancez l'application, et là vous êtes dans le métro, pas de réseau, vous êtes à vos pistes. C'est pas fondamental, c'est juste que vous dites, si jamais ça marche comme je le décris, vous dites tiens quand même, le mec il a bien bossé. Ou même ça se trouve vous ne le verrez même pas, parce que pour vous ça vous paraîtra naturel. Par contre, le défaut vous allez le voir. Autre exemple, Safari, on a un client qui en Californie qui s'appelle Safari Books Online, et c'est la même chose que Deezer pour les livres, les livres de développement ou de management. Donc, ils ont un catalogue de 40 000 livres, des vidéos. Et donc, on peut commencer une expérience de lecture sur le web. Ensuite, on va prendre son iPad ou sa tablette Android, et on va prendre, et puis on va aller, je sais pas, dans le train ou dans la voiture, et ensuite regarder. Si on a pu lancer une notification en tâche de fond qui a déclenché le téléchargement du chapitre, du livre, et ou le positionnement où j'en étais au moment où j'ai quitté ma lecture sur le web, vous êtes sur fort. D'accord ? Donc maintenant on va voir comment ça se passe sur Android. Donc je passe la main à Olivier. Alors, on va voir comment on peut faire tout ça sur Android. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Un des principaux usages qu'on a évoqué, c'est d'afficher effectivement une petite notification dans ce qu'on appelle la status bar. Donc c'est la barre qui est en haut en fait sur les devices Android. Mais ça ne sert pas forcément qu'à ça. Une petite aparté, pour ceux qui participeraient à mon atelier tout à l'heure, vous verrez qu'on va utiliser le push notification pour faire une application qui va recevoir des messages, mais on les mettra pas directement sous forme de notification visuelle comme ça. Vous verrez ça pour ceux qui viennent à mon atelier. Bon, écran bleu. Bon. Donc, sur Android, j'ai pas le coup, rien. Personne n'a dit que là, ça va distribuer, etc. pour faire un entraque. Le Mac. Donc, alors sur Android, comment ça va se passer? On vous a expliqué, le push notification, l'objectif c'est de recevoir des messages sur les devices, de manière à ce qu'on ait un client qui puisse
notifier tous ses utilisateurs, toutes les personnes qui auraient installé son application. Pour faire ça, en fait, on doit s'appuyer sur une plateforme qui est une plateforme de Google, qui va nous permettre de faire la notification. En fait, ce n'est pas un serveur tiers ou un client quelconque qui peut directement notifier les devices Android de ses utilisateurs. Pas du tout. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va solliciter la plateforme de Google, qu'on appelle GCM, pour pouvoir faire le push notification. Donc en gros, le mécanisme, ça va être je suis distributeur d'application, je veux informer mes utilisateurs de notification, j'envoie un message à la plateforme GCM, la plateforme de Google, à laquelle j'ai inscrit mon application, et c'est elle qui va ensuite redistribuer sur tous les devices Android les différentes notifications. Alors, malheureusement, il n'y a pas de bon. Excusez-moi. Oui. J'ai une question. Pour les notifications, on a le droit de citer comme on veut l'utilisateur ou on est soumis à certaines règles? Alors non, il n'y a pas de règle. Alors je vais répéter la question. Donc merci de poser une question, ça permet de me dire un petit peu. Donc la question est la suivante, à savoir est-ce qu'on peut notifier comme on veut en fait finalement un utilisateur, son device, lui envoyer des notifications par exemple toutes les 3 millisecondes, etc. Vous pouvez tout à fait le faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un slide dans cette présentation qui explique quand même qu'il faut faire attention aux usages qu'on en fait du push notification. C'est aussi ce qu'évoquait tout à l'heure Philippe avec le monde, à savoir ne pas notifier à tort en fait finalement ses utilisateurs au risque de les perdre. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que sur la plateforme Android, le fait d'accepter ou pas les notifications, en fait, c'est pas piloté par le système. Vous n'avez pas des settings dans Android qui vous dit ah bah tiens, pour telle application, je ne veux pas être notifié. Ou pour telle application, oui, bah, je veux bien que cette application me notifie. Non, c'est pas fait comme ça sur Android. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce qu'il faut, c'est que dans Android, c'est au cœur même de l'application, vous permettiez, via des settings par exemple, à l'utilisateur d'activer telle ou telle notification. Je dis oui, moi je veux bien être notifié pour cette application-là ou pas. D'accord. Voilà. Mais c'est pas une configuration système, comme c'est le cas par exemple sur iOS. Ça, cette configuration-là sur iOS, dans les settings d'iOS, vous voyez les différentes applications qui sont capables de recevoir des notifications, et vous pouvez dans les settings de l'OS en fait finalement dire voilà, moi je veux activer ou pas la notification pour telle ou telle application. Okay. Là sur Android c'est pas possible. Donc il faut penser à mettre en place des settings dans les applications Android qui sont capables de gérer du push notification, mettre un settings pour permettre à votre utilisateur finalement d'autoriser ou pas la notification, pour éviter qu'il soit pollué si ça l'intéresse pas. On va y arriver. Est-ce que j'avais pas fait? Alors, donc, vous parlez tout à l'heure, donc pour notifier, il faut passer par une plateforme Google qui est la plateforme GCM. Un bref historique. Donc, comme l'a dit Philippe, le push notification est apparu donc, sur Android en 2010. La plateforme avant s'appelait C2DM. Et depuis 2012, en fait, ils ont bien sûr apporté des améliorations à la plateforme. Elle a été renommée en GCM. Donc il se peut, et on le verra dans le manifeste et autres, on a toujours des petites références à C2DM. Et ça, c'est juste historique. Mais la plateforme à l'heure actuelle, qui permet du push notification, c'est GCM. Cette plateforme, d'ailleurs, elle a eu 2 évolutions majeures. Donc, une première, donc, elle a été annoncée officiellement, donc GCM en 2012. D'accord, donc C2DM a duré 2 ans, est devenu GCM en 2012. Et l'année dernière, donc à la Google I.O., ils ont annoncé un GCM+, en fait, qui permet non pas de faire que du downstream, c'est-à-dire permettre pas uniquement que les devices reçoivent des notifications,
mais qui soit capable aussi sur une notification des devices de répondre, de renvoyer une réponse au serveur. Donc ça aussi c'est un intérêt, on verra un petit peu, comment ça peut marcher. Bon, alors vous allez me dire, bon, c'est bien tout ça, mais GCM, donc voilà, moi je veux faire une appli, je veux notifier mes utilisateurs, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça va me coûter combien? Ça coûte 0. En fait, pourquoi? Parce que ce qu'il me faut pour pouvoir envoyer des notifications sur des devices, il vous faut donc un droit d'entrée sur GCM. Ça c'est gratuit, avec un compte Gmail. Vous pouvez ouvrir un compte, j'ai l'URL, je ne le connais plus par cœur, mais vous êtes un développeur GCM quelque chose, et là vous pouvez vous créer un compte directement pour pouvoir toucher des notifications. Alors, il faut faire autre chose. En fait, quand vous êtes sur l'environnement console de GCM, une fois que vous y avez accès, il y a deux choses à faire si vous voulez qu'une application puisse, la vôtre, que vous êtes en train de développer, puisse recevoir du push notification. La première chose, ça va être auprès de cette plateforme GCM, c'est d'inscrire son application. De dire voilà, moi je veux que telle application puisse être notifiée par GCM. Donc ça c'est la première chose. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est créer un project, ce qu'on appelle un project sur le GCM. Et à partir de là, vous récupérez un identifiant. Et cet identifiant, on en a besoin après dans notre application Android. Donc première chose, je crée un projet. Ça ne suffit pas. En fait, l'environnement, donc la Google Console, elle vous permet de vous abonner à plein de services de Google, entre autres le push notification, mais par défaut, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut aller dans les settings de la plateforme Google pour pouvoir dire j'active, je veux que mon compte soit rattaché, puisse permettre le push notification. Donc voilà, deux petites choses, mais toujours est-il, c'est que c'est gratuit. Il n'y a pas de... c'est un service gratuit fourni par Google. Pour les autres plateformes, il ne faut pas se leurrer, c'est gratuit aussi. Si vous voulez faire du push notification avec Apple, avec Microsoft, etc., c'est pareil, la mécanique est similaire et c'est également des services gratuits. Jusqu'à quand? On ne sait pas. On va revenir avant que je vous regarde. Alors, bon, l'historique, on en a parlé, hein. 2010, 2012, GCM, c'est la plateforme qui va nous permettre de pouvoir, nous notifier. Alors, comme je vous le disais, c'est un service gratuit, hein, GCM, donc pour Global Cloud Messaging. Il n'y a pas de limitation, donc vous pouvez envoyer autant de messages que vous voulez, c'est pas un souci. Évidemment, il y a les applis qui sont ouvertes, qui vous sont proposées pour pouvoir évidemment notifier les devices Android. Hein. Au niveau des protocoles de communication, en fait, pour qu'un device Android reçoive des notifications, il faut bien sûr qu'il ait accès à du réseau. Okay, pas uniquement de la téléphonie, mais il faut un réseau de data. S'il n'y a pas de réseau de data, il n'y a pas de notification qui arrive. Donc, pour ce faire, en fait, les protocoles qui peuvent être utilisés pour recevoir la notification avec GCM, il y en a deux. C'est soit de l'HTTP, soit du CCS. Le CCS, en fait, ça s'appuie sur le protocole XMPP. On utilise aussi pour Jabber, etc. Alors, l'idée donc c'est de faire en sorte de pouvoir faire communiquer un serveur d'entreprise avec GCM. Donc le protocole HTTP qui permet donc d'envoyer des messages en down uniquement sur les devices. Pour ça c'est relativement simple. On met en place côté serveur tiers des mécanismes de poste vers GCM et après c'est GCM qui se charge de rerouter les messages et d'envoyer ça aux différents devices rattachés à l'application en question. Donc on a un cycle de requête response qui est synchrone, hein, on fait de l'HTTP, il ne faut pas l'oublier, et pour ça on communique avec GCM avec du JSON. Okay. Donc ça c'est protocole numéro 1 HTTP.
Après, si on utilise CCS, donc qui va être basé sur XMPP, là l'avantage c'est qu'on peut faire du downstream et également du upstream, c'est-à-dire être capable de, sur notification, d'avoir un retour de notre utilisateur et que ça soit rerouté vers GCM et vers notre serveur tiers. Donc ça peut être intéressant pour avoir des remontées d'informations directement de nos utilisateurs. Ça maintient une connexion XMPP qui est permanente. Donc là, on a en gros une socket qui est ouverte en permanence. Donc c'est extrêmement rapide. Et par contre, c'est totalement asynchrone. Donc ça, c'est ce qui avait été annoncé, ce protocole-là, en 2013, donc l'année dernière, au Google I.O. Ensuite, quelques petites features qui sont intéressantes. Il y a le mécanisme aussi qu'ils ont appelé le User Notification. Alors l'objectif de ça, en fait, c'est de faire en sorte que si vous avez plusieurs devices, Android c'est mon cas, des tablettes, des smartphones, etc., vous avez la même application installée sur vos différents devices. Et l'objectif, c'est évidemment de ne pas recevoir la même notification sur tous les devices. Ça, c'est un peu ridicule. Une fois qu'elle a été vue sur un device, l'objectif, c'est de faire en sorte que si elle est arrivée aussi sur les autres devices, elle s'efface automatiquement. Et c'est ce que justement permet le User Notification. L'objectif, c'est de rattacher un utilisateur avec ses N devices. On lui push des notifications, okay, et dès qu'il voit une notification sur un de ses devices, automatiquement, ça va être en l'occurrence supprimé sur les autres devices. Ça évite qu'il ait lui-même à les supprimer, etc. Quant à l'upstream, j'en ai parlé, remonter des données directement à GCM et au serveur tiers. Alors, vous allez me dire c'est beau, tout ça, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut quand même envoyer finalement, hein? Est-ce qu'on peut envoyer tout et n'importe quoi dans une notification? Là, on est extrêmement limité, malgré tout, à 4K. Donc on peut envoyer soit de l'information, on a quand même de quoi, soit des commandes finalement qui vont être interprétées directement par notre application sur notre device. Hein. En gros, c'est ce que je dis ici. Soit on envoie directement en gros une action, soit on envoie un message qui est enrichi avec un payload. C'est important, en référence à ce que j'avais dit au début. Il y a dans la payload, donc la notification, vous avez ce qui est visible et vous avez des informations qui ne sont pas visibles. Et donc ce sont ces informations qui ne sont pas visibles, une autre différence avec le SMS, qui font que vous allez pouvoir décider d'actions très précisément. Vous allez pouvoir dire je vais aller sur tel écran, je vais écouter tel morceau de musique, je vais afficher telle chose. D'accord? Ou je dois faire telle requête pour aller chercher l'information. C'est important ça. Alors, donc on a vu, pour faire la notification sur Android, il fallait donc du GCM, un serveur tiers. Alors, est-ce que tous les devices Android peuvent recevoir du push notification? On va dire oui, mais c'est pas tout à fait vrai. Il faut quand même que les devices soient en 2.2+. Donc 2.2+, ça date quand même de pas mal d'années maintenant. Donc là on est plutôt, la dernière version c'est quand même 4.4 d'Android. Donc globalement, je pense pas dans la salle qu'il y en ait beaucoup qui aient des devices qui ont une version inférieure à la 2.2. C'est quand même assez rare. Ok, ce qu'il va vous falloir après, donc c'est d'avoir l'application Google Play Store sur les devices Android. Des devices natifs avec la couche Google, c'est pas un problème. Alors la notification marche aussi pour les développeurs là, avec un émulateur. Vous pouvez très bien développer votre application et la tester si vous n'avez pas pour le moment traité votre device ou vous n'avez pas de device. On peut tester ça avec un émulateur, c'est pas un gros problème. Un point important également, votre application n'a pas besoin d'être dans le store pour recevoir le push notification. Heureusement, en tant que développeur, je veux développer mon application, la tester et voir si elle reçoit bien, elle sait bien interpréter le push notification que je lui envoie. D'accord ? Pas besoin de la publier. Alors le workflow, allez on va rentrer un peu plus dans la technique là. Le workflow, comment ça marche en fait? Ça marche en deux phases. Pour qu'un device soit capable de recevoir, pour un device avec une application soit capable de recevoir des push notifications, il y a besoin de deux phases. La première, c'est l'enregistrement, donc qui va permettre de faire en sorte que notre device s'enregistre à GCM, premièrement.
Et ensuite, ça va être le mécanisme de notification où là, une fois qu'on est abonné à GCM, notre device va pouvoir recevoir des notifications. Oui, alors effectivement, l'enregistrement permet de s'abonner à GCM et également d'en informer effectivement le serveur. Alors, pour ça, on a fait un beau schéma. Donc, 3 acteurs. Un Nexus One, peut-être connu de certains, notre serveur tiers, et puis la plateforme donc GCM, ou ça peut être une autre plateforme hein, de notification, la PNS par exemple. Voilà. Donc, l'enregistrement, notre device, il va installer notre application, on lance notre application. Celle-ci, elle est capable de gérer du push notification, donc elle s'enregistre sur GCM, en l'occurrence, dans le cas de Nexus One. On reçoit un identifiant, on appelle un Registration ID. Et ensuite, ça, on le transmet à notre serveur tiers. Donc ça, c'est obligatoire, cette phase-là est obligatoire, sinon notre application ne pourra jamais recevoir de push notification. Déjà, on s'enregistre. Ensuite, quand on veut recevoir des notifications, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est notre serveur tiers qui a envie de nous envoyer des infos. Donc elle transmet son message à la plateforme GCM, qui elle-même va rebooter automatiquement le message à notre device ou à tous les devices qui ont l'application en question. Et puis éventuellement, après, dans notre application, on fait ce qu'on veut. Une fois qu'on a reçu le message, on peut en informer, si on veut, le serveur tiers. D'accord ? Alors un point important, pour ça je suis en rouge, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Hein. Vous n'avez jamais la garantie qu'une notification que vous avez envoyée, que vous avez émise, finalement que tout se passe super bien et que vous n'êtes jamais garant que le device l'a reçu. Nous on a fait des tests, évidemment c'est un peu notre job, ça marche toujours très bien, mais voilà. On n'est jamais garanti. Alors, au niveau de la... Donc, c'est le fameux slide dont je vous parlais tout à l'heure, qui est de dire, en fait, en tant qu'utilisateur, j'ai une application, elle m'envoie toutes les 5 minutes des notifs, et j'en ai marre, et qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, soit le développeur il a été sympa, ou l'équipe qui a fait l'appli a été sympa et vous a mis dans des settings pour dire je veux désactiver la notification, donc ça c'est chouette. Soit ça n'a pas été fait, donc ça c'est pas bien. Et là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est supprimer, désinstaller l'application. Bien fait pour eux, ils avaient qu'à bien coder, entre guillemets. Ok? Donc, dans les conseils, effectivement, qu'on préconise, hein, quand on veut mettre en place du push notification, c'est de faire en sorte que l'utilisateur puisse accepter ou pas le push notification, dire voilà, bah, dans mon appli, moi je te propose de t'envoyer de l'info, est-ce que ça t'intéresse? Donc, hop, un petit opt-in là-dessus. On peut lui expliquer aussi à quoi ça sert. Ça permettra qu'il comprenne un peu mieux l'usage du push notification. Lui permettre de se désabonner. Et puis bah, tout ça, hein, lui mettre ça sous forme de settings pour que ce soit lui qui fasse ce qu'il veut avec votre appli finalement. Voilà. Alors l'implémentation client, je crois que je vais aller très très vite parce que ça va être compliqué. Alors, comme ce que je vous expliquais, oui, carrément. Comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc il y a une marche à suivre finalement pour pouvoir s'inscrire à GCM, avoir un compte Google, la Google Console, se créer un projet, récupérer un identifiant de projet, de votre projet en fait, qui est le GCM Thunder ID. On active ce que je vous disais tout à l'heure, le Google Cloud Messaging for Android, et puis on récupère une appli qu'on aura besoin d'embarquer dans notre application Android. On va passer les slides techniques, ça va être trop fastidieux. Alors par contre, toute cette mécanique-là, pour ceux qui assisteront tout à l'heure à mon atelier, j'en reparlerai. Ça va être extrêmement simplifié, mais tous ces mécanismes-là, bien sûr, il faudra les mettre en place. Ils seront déjà mis en place, je vous rassure, dans le cadre de l'atelier. Alors oui, les étapes. Vous avez développé une application Android en version 1, vous voulez sortir la version 2, avec plein de corrections de bugs, elle est super mieux, etc. Et vous voulez rajouter en même temps du push notification. Donc il faut s'être abonné sur GCM, etc., comme je vous l'ai dit. Après, les modifications qu'il y a apportées dans votre application, elles sont relativement minces. Il faut modifier un peu le manifeste. Donc c'est détaillé dans ce slide, mais il y a un peu de modification au niveau du manifeste. La main activity, donc l'activity qui va se lancer au démarrage de votre application, pour faire ce qu'il faut pour pouvoir s'enregistrer
faire la phase 1 qu'on a expliqué tout à l'heure. Il faut s'enregistrer à GCM dans la main activity. Voilà. Et puis ensuite, ce qui va finalement être capable de récupérer la notification, ça va être un composant qu'on appelle un broadcast receiver. Pour ceux qui ont eu la chance de m'avoir en cours, normalement on l'a vu, et ils ont pu retenir à quoi servait un broadcast receiver. Donc ça va être en gros un composant qui va se déclencher sur des réceptions de messages. Donc là on va recevoir du push notification, on va recevoir un message, ce composant se déclenche, et lui-même à son tour, il ne doit pas faire grand chose ce truc-là. Mais par contre ce qu'il va faire, c'est qu'il va déclencher l'exécution d'un service qui va permettre de faire un traitement en tâche de flux. Voilà les différentes phases. Alors bon bah tout ça c'est détaillé, mais on avait tout détaillé, mais malheureusement ça va être trop long. Est-ce que les slides sont visibles? Vous avez accès? Non mais on peut vous donner. Oui, on pourra le dire. Ouais, en plus on voit pas grand chose avec la qualité de l'écran. Finalement, c'est pas forcément. Donc en fait là je détaillais en fait concrètement tout ce qu'on devait faire, aussi bien dans le manifeste, dans la main activity, dans le broadcast et dans le service. Tout ça c'était détaillé. On le verra à l'atelier. Donc petit conseil au passage. Alors, on a parlé d'Android aussi, il ne faut pas oublier quand même une plateforme assez jeune, c'est Nokia X. Donc c'est aussi de l'Android, Nokia X. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Et donc on est capable aussi sur cette plateforme Nokia X de faire ce qu'on fait avec Google et GCM pour faire du push notification. Ils nous ont concocté tout ce qu'il faut pour faire ça. Je laisserai vous en parler à la conf de tout à l'heure. Donc la question c'est sur les autres plateformes type Amazon. Donc les Kindle, il y a une solution de push. Effectivement, Amazon propose la solution de push notification. Si la question c'est est-ce qu'un fabricant dans son coin fait une tablette sans rien, la réponse est non. Dans le cas d'Amazon, c'est comme Nokia. Amazon avoir un écosystème. En l'occurrence, sur Android, donc c'est un système open source, je pense que vous le savez. Donc ça a été forqué, etc. Donc il y a des distributions custom qu'on peut mettre sur des téléphones, qui sont assez bien d'ailleurs, peut-être que cyanogènes. Mais ça n'embarque pas toute la couche Google. Donc vous ne recevez pas de push notification touché par GCM. Ça c'est pas possible. Tout ça, ça reste des librairies privées, évidemment, de Google. Bon, et ailleurs, comment ça se passe justement? Donc, en fait, l'architecture est la même. Donc, il n'y a pas de surprise, il y a un mobile, il y a une plateforme serveur, Apple, Microsoft, Google ou Amazon, ou Dyson, Samsung. Donc, on va en voir deux très rapidement. On va commencer par Apple. Donc, Apple propose le push notification non seulement sur le mobile, mais aussi sur macOS 10.9. Ça a commencé le 10.8. Mais en 10.9, vous avez l'équivalent, à savoir vous avez le message, les pages. Et sur Safari, toujours avec le macOS 10.9, Safari sur le 10.9 propose un mécanisme de push qui fait que vous recevez une information, même si Safari n'est pas lancé. Vous recevez une notification, cliquez sur la notification et ça lance la page dans Safari. Donc, en fait, il manque là une différence que je voulais écrire, je n'ai pas écrit lorsque j'ai fait ces slides. La différence par rapport à Android, par rapport à Google, c'est que, ou Nokia, c'est que vous êtes contraint. C'est-à-dire que vous avez un espace de liberté qui est réduit, en échange de quoi vous êtes beaucoup plus assisté.
Donc, en quoi vous êtes assisté? C'est que l'opt-in dont on parlait, c'est pas à vous chaque application d'implémenter. En fait, sur un iOS ou macOS 10, si je mets, dès que vous faites référence à une méthode qui demande un token, ici, là, le token c'est l'équivalent du register ID, dès qu'on fait une demande du token, automatiquement, la prise en charge du opt-in est prise. D'autre part, l'affichage aussi. L'affichage est géré par l'OS. Alors, l'avantage, c'est que c'est géré par l'OS, donc vous n'avez rien à faire. L'inconvénient, c'est que c'est géré par l'OS, donc vous ne pouvez rien faire de plus. Il y a aussi deux environnements. Il y a une différence, c'est parfois un casse-tête, ça se comprend, il y a deux environnements. Quand vous développez une application OS, vous avez une plateforme, Host, qui est différente de la production. Avec des informations de token qui est différent pour une même appli que vous développez, le token sera pas le même. Il faut faire attention, il ne faut pas se croiser. Et puis l'interface entre le serveur tiers et la PNS, qui est la Push Notification Service, l'interface est différente. C'est une interface format binaire. Donc, c'est pas du tout une requête de réponse HTTP. C'est qu'en fait, vous ouvrez une connexion. D'abord, vous demandez un certificat au téléphone pour cette application précise. Vous avez un certificat. Ensuite, vous ouvrez une connexion SSL permanente. Vous ne devez pas ouvrir la connexion, la fermer, l'ouvrir, la fermer, sinon vous allez vous faire bannir. Vous ouvrez la connexion, vous la gardez. Et ensuite, c'est une interface binaire, donc ceux qui font du réseau doivent reconnaître le format. Donc il y a un octet commande. Et ensuite, le principe, c'est de dire voici la taille de ce qui suit, voici le contenu, et ce contenu se décompose en plusieurs items. Les items, juste en deux mots, c'est l'identifiant du téléphone, c'est un item. Ici, dans l'item, il y a un ID. Donc il faut voir le token, savoir à qui on envoie. Et surtout pas à qui on envoie, ça ne marche pas. Il faut donc la longueur, les données, là ce sera le token, vous avez le message en tant que tel. Les messages, les informations qui ne sont pas visibles à l'utilisateur aussi. Tout ça, c'est un format JSON qu'on encode en UTF et qu'on envoie, sur la connexion. Je vais dire autre chose. On survole, c'est juste pour vous donner une idée de comment ça se passe ailleurs. Donc maintenant sur Microsoft, Microsoft a sorti une solution de push sur Windows Phone, la première, qui s'appelle Windows Push Notification Service. Et puis sur Windows 8, qui s'appelle Microsoft Push Notification Service. Les plateformes sont différentes. Microsoft. Elles ont été unifiées là, elles ont été annoncées comme étant unifiées il y a un mois. C'est toujours donc la même architecture. La grosse différence, et d'ailleurs pour moi c'est une erreur de conception, la grosse différence c'est que l'équivalent du register ID ou du token, c'est une URL. C'est une URL complète. Et donc, du coup, dans le cas de Windows Phone, si vous récupérez l'URL, si vous sniffez, il n'y a pas de certificat, il n'y a rien. Enfin, on peut le faire sans certificat, donc on récupère l'URL et on pourrait spammer quelqu'un. Ça, c'est la première erreur qui a été corrigée en Windows 10.1. La deuxième erreur, c'est que c'est défini par une URL. C'est-à-dire que, structurellement, en termes de conception, ils sont incapables de dire je vais envoyer un même message à n device. Parce que par exemple, Google, enfin, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais dans le cas de GCM, on peut dire dans le post, voici le message, et je l'envoie jusqu'à 1000 devices. Parce que je mets 1000 register ID. Dans le cas de Microsoft, ils sont incapables. Donc du coup, c'est pour moi une erreur de conception. Alors, les différences par rapport... Les différences, c'est qu'il y a plus de possibilités. C'est à mi-chemin entre iOS et Apple et Google. Il y a plus de possibilités, mais de pas libres. Alors les possibilités, c'est que vous avez deux... C'est qu'en fait, vous avez le toast, ici, qui est l'équivalent de notification ailleurs. Vous avez des tiles qui peuvent s'animer. On peut mettre des photos, on peut mettre des badges, on peut mettre du texte. La tile peut se retourner. Il y a différents types de tiles. Donc on a beaucoup plus de possibilités. Sur Windows 8, il y a, je crois, au moins 30 modèles de toast, autant de tiles. Donc c'est riche, c'est aussi compliqué. Et puis enfin, bon, ben c'est ça, la payload, c'est pas du JSON, c'est
du XML. On va voir un petit exemple après. Donc voilà, ça c'est un exemple de payload. Donc on indique le template. Donc c'est là où on choisit son template parmi les 30 ou 40. Et ensuite, en fonction du template, on indique les informations qui vont alimenter la notification. Donc ici, j'ai pris un toast image et texte. Du coup, on a le texte ici et le message. Et voici le résultat. Est-ce que vous avez des questions? À la plateforme qui est censée distribuer la. Est-ce qu'on peut dire, enfin on n'est pas obligé de spécifier qu'un seul utilisateur, par exemple si j'ai envie d'envoyer un message à tous les utilisateurs de Léonard, est-ce que je peux La question qui est posée, c'est est-ce que je dois envoyer un message par utilisateur ou je peux envoyer un même message, un seul message à plein d'utilisateurs? La réponse, c'est ça dépend. Dans le cas de GCM, avec HTTP, c'est possible. Dans le cas du BlackBerry, on n'en a pas parlé, mais c'est possible aussi. Ça peut dire tout le monde, ou population. Dans le cas d'iOS, non, c'est un message pour une application sur un device. Et dans le cas de CCS, c'est pareil. Alors, quelques mots sur ce qu'on fait. Donc, nous, on est sur le développement des applications mobiles. Et on a une légitimité devant vous pour voir les touches. Parce qu'on travaille aussi sur une plateforme qui s'appelle YoInPush, qui est utilisée, on verra dans le slide dernier, par plusieurs clients. On a envoyé pas loin de 2 milliards de notifications. Donc, pour Apple, pour Apple ou Google, c'est rien. Pour nous, c'est pas mal. Et donc, YoInPush, en fait, quand on réalise que les clients ont des besoins identiques, et l'architecture, comme vous l'avez vu, compris, je pense, est identique, quel que soit l'environnement. Par contre, il y a des subtilités, parfois fortes, qui font qu'il y a une valeur ajoutée à proposer un service clé en main avec lui. Donc c'est ça le but de YoInPush. Alors, du coup, on va masquer tout ce qui est bas niveau, tout ce qui est complexe à intégrer, toutes les évolutions. Olivier en a parlé, le CDDM, le GCM. Sur Apple, on a vu tout à l'heure la commande 2, mais avant il y a eu 1, il y a eu 0. Donc il y a des évolutions. Donc on va les masquer pour nos clients. Et ensuite, il y a un savoir-faire qui fait que il y a un savoir-faire en termes d'usage, on a un peu abordé tout début, et un savoir-faire c'est ce. Alors, YoInPush n'est pas que le push notification, là on parle de notification, mais on gère d'autres services comme les achats et la purchase, comme les news, enfin on gère d'autres services. Pareil, l'objectif est de factoriser les besoins de nos clients. C'est disponible sur plein de plateformes, sauf Amazon, parce que Amazon, alors on a une clientèle quand même française, donc Amazon n'est pas vraiment présent en France. Donc on est visible, on est présent sur toutes les plateformes. On a été la première société européenne à supporter Nokia-X, peut-être même mondiale d'ailleurs. Et donc on propose donc, de s'affranchir de la plateforme et du coup de donner à nos clients une visibilité métier. Quand Viadeo par exemple, vous recevez un message de Viadeo qui dit tiens, il y a un locataire qui vous envoie un message. Viadeo ne veut pas savoir si vous utilisez un iPhone ou un Android ou un Windows Phone. Lui, il sait que tel utilisateur, il va recevoir ce message. Donc nous, on s'affranchit de tout ça. Il nous envoie un message avec un utilisateur, un user ID. Et nous, on se débrouille, on dit tiens, il a un iPhone, il a un iPad, il a une tablette sur face pour lui envoyer une notification. Donc tout ça, le but du jeu, c'est voilà. Le but du jeu, c'est d'aider nos utilisateurs, nos clients, à proposer de nouveaux services. Bon, juste là, c'est un exemple d'architecture, donc vous avez compris l'architecture. Ici, vous faites une demande de notification via le back-office. Ça arrive chez nous, et ensuite, c'est routé vers la bonne plateforme pour arriver finalement sur le bon niveau. Okay. Il faut savoir que, j'en parle après. Non, je reviens. Ouais. Donc ici, le moyen de produire les notifications, il y a le back-office, c'est-à-dire l'interface web, et il y a des API, c'est ce qui est le plus utilisé. Donc quand Viadeo veut vous notifier un message pour dire il y a un message de machin, il utilise l'API.
Pareil pour Deezer, quand vous êtes en relation avec quelqu'un sur Facebook et que vous suivez la musique de quelqu'un, c'est par la API qu'on a l'info. Et puis il y a d'autres mécanismes, on peut avoir des lots avec un serveur FTP, on peut uploader un fichier avec un message et on peut envoyer ça à ce fichier à des millions d'utilisateurs. Bon, des exemples de clients, vous avez compris, voilà, vidéo, enfin on en a plusieurs. Mais donc tout ça, ça représente à peu près 2 milliards de notifications à ce jour. Alors, la question c'est, est-ce que... Alors la question c'est, en gros, c'est est-ce que c'est pour nous ou pour tout le monde? Non, mais l'usage, c'est ce que j'ai réservé l'usage. Alors la réponse est non, c'est utilisable par n'importe qui. Une bouche, d'accord. Vous imaginez, c'est pareil. En tout cas, on a des clients qui ne passent pas par nous. Donc n'importe qui peut l'utiliser, ce qu'on appelle une plateforme en mode SaaS. Donc il y a utilisé les API, c'est hébergé par nous, c'est surveillé par nous. J'ai répondu à la question. Donc, oui, alors on va faire une petite démo. Grâce à Emmanuel, on a pu accéder, il a pu faire ouvrir les ports, ceux qui font notifs. Parce que oui, on n'a pas dit, mais pour pouvoir recevoir des notifications, quelle que soit la plateforme, il y a des ports qui doivent être ouverts. Et encore, c'est filtré, ici par exemple, c'est filtré, du coup les notifications n'arrivent pas. C'est rare, mais ça arrive. Pardon. J'ai plus en tête. Alors la question c'est, est-ce que c'est le même port TCP? Non, je vérifie, mais je ne suis pas sûr de la réponse. Bon, on a fait ça en anglais, parce qu'on trouvait que c'était plus argument que des mots. Alors, oui, une question? Alors la question c'est, donc dans le cheminement vous avez compris que pour obtenir un registre ID, le mobile s'adresse à GCN ou à Nokia X, Nokia, pour tout le monde, on récupère une info, le registre ID, et on l'envoie vers le serveur tiers, en l'occurrence ici dans une couche, et on doit le conserver. La réponse est oui, on doit le conserver, sinon on ne peut pas notifier, on le perd le lien. D'accord ? Et donc oui, il faut conserver, et donc oui, il y a un volume conséquent. Voilà, c'est pas non plus énorme, mais on doit avoir 40 ou 50 millions d'utilisateurs. Oui, il faut garder les c'est pas chaque fois c'est ça. Donc en fait pour dire, c'est le moment où on récupère le registre ID, on s'adresse au serveur tiers, c'est une couche, on envoie le registre ID, c'est là qu'on va envoyer d'autres données, du genre le user ID, vidéo, user et autres. Comme ça, on stocke ces informations, on récupère la langue aussi du device. Pour savoir dans quelle langue on doit envoyer des messages, il faut savoir quelle langue on parle. On récupère un certain nombre d'informations qu'on exploite ensuite au niveau de notre plateforme pour dire je vais envoyer un message en italien à celui-ci parce qu'il parle italien. Et par exemple la version 7 de l'OS ou le 84. C'est bon, Olivier ? on va faire une démo rapidement. Donc sur mon device Android, j'ai une application qui s'appelle YMP Network qui permet donc de recevoir
permet de recevoir donc des notifications. Alors, donc l'objectif c'est que via notre back-office, l'idée c'est d'envoyer un message avec le back-office. Donc on peut le faire par des API, on a des API, nos clients ne sont pas obligés de passer du tout par le back-office. Ils ont des web services à leur disposition pour pouvoir faire ça. Mais bon, on a un back-office, et l'objectif c'est qu'avec avec ce back-office, ça va être de pouvoir envoyer un message, donc en l'occurrence pour la démo. Donc là, on va envoyer un seul message à Olivier. Donc on choisit la plateforme. Donc ici justement on a remonté le fait que sur Denier, on ne voit pas, Denier c'est avec l'identifiant utilisateur. Donc on ne sait pas ce qu'il y a comme device. Là j'ai choisi une single, donc je sais que c'est Android, mais je vais prendre Android pour prendre. Donc ok, je mets le contenu. Donc l'idée, vous allez me envoyer sur La valeur à celle-là. Bonjour, on retourne ligue et colonne. La ligne et les colonnes. C'est pour l'utilisateur. Après on a d'autres options. Voilà, donc la notification est arrivée, donc elle apparaît comment? En fait, en haut, donc il y a une petite icône qui a... Une petite icône qui apparaît. Ça va, attends, je vais faire ça. Juste que je le relance, mais... Vous voyez quelque chose? Je vais passer au premier rang, écoutez. Donc, il faut presque le voir. Je vais faire sonner. Alors, on va le faire sonner. Vas-y, Philippe, fais sonner mon téléphone. Alors, voilà, j'ai reçu une notif, avec cette fois-ci avec un son qui va aller configurer dans l'envoi de notif. Du coup, comme c'est une couche de veille. Un son d'abeille, allez, suivez un son d'abeille. Quoi? Bon, c'était blard. Ouais. L'objectif, c'est quand même pas de détruire les oreilles de nos utilisateurs. Je propose de faire une dernière démo. Julien, tu es là? Donc on va faire une dernière, on va envoyer une notification qu'on appelle massive, à tout le monde. Donc démo, on envoie une notif à tous les utilisateurs de notre application YLB Network dans la salle. Donc là on ne choisit pas d'application. Quelle que soit la plateforme, que ce soit de l'iOS, du Windows Phone, nos collègues de Windows Phone dans la salle. Donc là en fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les schémas, notre back-office il va se connecter à GCL pour adresser tous les devices Android. Et il va s'adresser aussi à la PNS d'Apple pour envoyer des messages à tout iOS, les devices iOS. Même chose qu'à Microsoft, etc. Tu as reçu, Julien? T'as un chien qui aboie ou pas? Voilà, maintenant on est content, on a des chiens qui aboient sans sécurité là tout de suite. Bon voilà. On conclut cette conférence sur les deux démos qu'on vous a fait. Donc une démo où on est capable d'adresser un message simple ou avec un son, un device particulier avec mon identifiant, ou effectivement à tous les devices qui ont installé l'application YSP.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est ça que j'ai oublié tout à l'heure concernant iOS. Le son n'est pas envoyé. Il référence le son qui est embarqué. Vous êtes marketing, vous avez du mal à prévoir à l'avance. Vous allez utiliser des sons et donc vous les embarquer. Pareil pour les messages localisés, on n'a pas du tout parlé, mais vous pouvez envoyer une ressource pour dire voilà, ça c'est la ressource, automatiquement ça va être traduit dans la bonne langue. Donc si vous voulez faire ça, il faut prévoir les messages, les différents messages, pour consommer l'application et vous l'uploader sur le site. Justement, je disais, ce que j'ai oublié tout à l'heure de dire, c'est que sur Android, sur Google, là c'est 4K, payload, sur iOS c'est 256 octets. Et sur Microsoft, Windows Phone c'est 1K, Windows 8 c'est 5K. Palais Royal, il est fermé. Donc c'est variable aussi. En résumé, finalement, on n'envoie que des commandes. Et après, c'est l'application qui doit être capable de récupérer la notification, d'une part, et d'interpréter la commande qu'on lui a transmise, comme de jouer telle ou telle son, par exemple. Effectivement, comme l'a dit Philippe, ça c'est important hein, pour les développeurs, de prévoir déjà dans l'application, d'embarquer tout ce qu'on a besoin et de les jouer quand on va recevoir une notification. Ah, parce qu'il y a des marchés. Fermé la gare. Maintenant, on va dans les paramètres de l'application, les paramètres de oui, en fait. Donc, merci Julien de poser cette question. Bonne remarque. Effectivement, si vous, sur des versions récentes d'Android, je crois que c'est à partir de la 4.2, mais là c'est sous réserve. Je sais que sur mon device, j'ai l'option. Vous allez dans les settings en fait, de votre application et vous avez une petite case à cocher qui dit attends, moi je veux recevoir ou pas les notifications. Et l'objectif, on peut se dire, pour l'utilisateur, on se dire, ah bah tiens, si je décoche la case, je ne vais pas recevoir de notification. En fait, c'est faux, vous n'allez pas être notifié des notifications émises par l'application Google Play Store. Donc en gros, s'il y a une application que vous aimez en version 1, d'un jeu ou n'importe quoi, et que vous ne souhaitez pas toutes les semaines avoir un message qui vous dit au fait, pense à mettre à jour l'application, pense à mettre à jour l'application. Et pour ne pas être notifié de ce genre de message, il faut décocher la case dans les settings. Mais ça s'arrête là. En l'occurrence pour YLP, j'ai fait le test. J'ai fait en sorte de désactiver la notification et je la fais quand même les notifications. Je peux quand même les cacher, etc. et jouer avec. C'est vraiment pour un type de notification émis par Google. D'accord. Il n'y a pas une question, c'est quand est-ce qu'ils mettent la clé? Non. Vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Ah oui, ah oui. Oui. Donc la question c'est est-ce que n'importe quel étudiant peut utiliser notre plateforme de notification? La réponse est oui. D'accord. Gratuitement? Ouais, gratuitement. Je vais te payer quand même à la fin du mois. Aussi d'ailleurs. Non, mais la réponse est oui, c'est qu'on a des liens forts depuis quelques années avec la GI, et en fait on réfléchit à un programme étudiant. De toute façon, on sait pas, je pense pas que ce soit votre application qui dans les 3 mois allait envoyer 100 millions de notifs par mois, mais pas trop d'accord. Si vous envoyez 100 millions, vous avez un problème de riche. Bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'il y a un petit internet là.